Comment passer de ça à ça? Comment récupérer en format numérique vos photos prises avec un appareil photo argentique dans la meilleure qualité possible en 2025? C'est une question qu'on m'a pas mal posée et ça n'a jamais été aussi facile qu'aujourd'hui, on voit ça tout de suite. Comme d'habitude, avant de commencer, si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner ou à liker. Ça aide beaucoup pour le référencement de la chaîne. Je vous remercie d'avance et je vous souhaite une bonne vidéo. Alors, premier petit disclaimer avant de commencer la vidéo, il faut savoir qu'il y a pas mal de manières différentes, il y a pas mal d'options qui existent pour numériser, pour scanner ces photos argentiques. Moi, l'option que je vais vous présenter dans la vidéo, c'est l'option que j'utilise personnellement pour toutes mes photos, mais ça ne veut pas dire que c'est la meilleure option qui existe. Il y a sûrement des tonnes de manières qui sont meilleures que la mienne, mais voilà, moi, celle que j'utilise, c'est celle que je considère comme la meilleure pour le travail que je fais, et c'est celle qui me convient le mieux. Et deuxième petit disclaimer, faut pas oublier que numériser ces photos c'est génial parce que ça permet de pouvoir les partager plus facilement sur les réseaux, de pouvoir les sauvegarder sur les disques durs, mais n'oubliez pas de continuer d'imprimer, de continuer à faire des tirages de vos photos, de les avoir sur version papier, la qualité ne sera jamais aussi bonne que de cette manière. Donc, pour numériser ces photos, on a le choix entre deux options. La première, c'est de demander au laboratoire de le faire au moment où ils vont vous faire le développement de votre pellicule photo. Et la deuxième option, c'est simplement de le faire soi-même, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Faire numériser directement vos photos au laboratoire, ça va avoir différents résultats qui seront parfois positifs et parfois négatifs. Le premier point négatif, qui est non des moindres et pour moi peut-être même le plus important, c'est que ça coûte assez cher. En fait, le prix, il va dépendre de la résolution du format du fichier numérique que vous allez demander quand vous allez vouloir numériser votre photo. Par exemple, si vous payez le prix minimum au laboratoire, ils vous donneront la résolution minimum et inversement, vous pourrez augmenter en général en prix pour augmenter la qualité que vous allez obtenir à la fin. Pour vous donner un exemple de prix, en général, un développement d'une pellicule, c'est environ 10 €. Si on rajoute à ça une numérisation d'une qualité moyenne, pas forcément très bonne mais suffisante pour pouvoir partager sur les réseaux, en général, il faut compter 15 € en plus pour pouvoir obtenir ce résultat. À ce prix, vous obtenez souvent des scans qui sont d'une très bonne qualité, c'est souvent des scanners pro qui sont utilisés dans les laboratoires, mais la contrepartie, c'est que vous allez obtenir un fichier qui est souvent en JPEG, donc vous n'allez pas beaucoup pouvoir le retoucher si jamais vous le souhaitez. Et en plus de ça, vous allez souvent avoir une résolution qui va être assez limitée. Si jamais vous voulez augmenter la qualité du scan auprès de votre laboratoire, souvent les prix peuvent augmenter à 20 €, 30 € ou même 40 €. Donc tout mis bout à bout, ça commence à revenir assez cher pour développer une pellicule de 36 photos si on fait du 35 mm. Et c'est là où on arrive à la deuxième option qui consiste à numériser soi-même ces négatifs. Pour ça, forcément, vous allez avoir besoin d'un certain matériel. Moi, du coup, mon objectif, forcément, c'est de payer moins cher. Donc faire en sorte que sur le long terme, ça me revienne moins cher de faire ça moi-même que demander au laboratoire. Mais mon objectif aussi, à la fin, c'est que les résultats me conviennent, que je puisse les personnaliser et qu'ils aient une qualité suffisante pour moi. Faire ces scans soi-même, ça veut aussi dire qu'on n'a aucune garantie sur le résultat. Là où avec un laboratoire, on sera à peu près toujours sûr d'avoir un résultat potable, là, si on le fait soi-même, autant on peut avoir des résultats excellents si on sait s'y prendre et si on a du bon matériel, autant on peut aussi avoir des résultats complètement horribles si on fait ça n'importe comment et si on n'a pas la bonne méthode. Et le dernier avantage à faire ces scans soi-même, c'est qu'une fois qu'on a trouvé la bonne méthode et que tout le matériel est en place, on devient illimité dans la quantité de scans qu'on peut faire de ces photos. Alors comme je disais au début de la vidéo, il y a différentes méthodes si on souhaite scanner ces photos, et donc ça veut aussi dire qu'il y a différents matériels qui existent. Grosso modo, on va avoir deux options. Soit on utilise un scanner qui est dédié, donc vraiment une machine qui a été conçue uniquement pour scanner les photos, soit on décide de le faire soi-même avec un appareil photo numérique, et donc là on rentre dans une option qui est un peu plus bricolage. Donc moi dans mon cas, ça fait plus de 10 ans que j'ai commencé à faire mes numérisations moi-même, donc j'ai pu expérimenter pas mal de méthodes et de matériels différents. Pendant pas mal d'années, j'ai utilisé un Nikon Coolscan 5 ED. Alors ça va probablement pas vous parler, mais en gros c'est un scanner que Nikon a sorti fin des années 90, début des années 2000. C'est un scanner qui ressemble à une vieille tour d'ordinateur. On vient insérer son négatif ou sa diapositive à l'intérieur du scanner et le scanner fait tout le travail tout seul. Les résultats, ils sont franchement super bons. Dans mes souvenirs, au maximum, on peut monter jusqu'à environ 20-25 millions de pixels. Et que ce soit la définition, que ce soit les couleurs, tout est super bien. Mais il y a quand même deux gros points négatifs avec ce fameux Coolscan de chez Nikon. Le premier, c'est qu'il est destiné à être utilisé pour des films 35 mm ou des diapositives, et donc on ne peut pas utiliser ce scanner pour numériser du moyen format. Et le deuxième gros point négatif, et c'est ce qui pour ma part m'a fait changer de méthode,
c'est qu'il est super lent. Si on souhaite numériser ses photos à la résolution maximum, il peut falloir attendre plusieurs minutes pour numériser ne serait-ce qu'une seule photo. Donc pour numériser une pellicule entière de 36 photos, selon la vitesse à laquelle on s'y prend, ça peut durer environ 2 à 3 heures. Il y a une autre raison pour laquelle j'ai décidé de m'en séparer, c'est que c'est du matériel qui commence à être vieux. C'est un scanner qui date de plus de 25 ans, et j'ai aucune idée s'il va continuer à fonctionner encore très longtemps, même si j'en prends vraiment soin. J'ai donc décidé de m'en séparer pour monter un setup moi-même. Et donc on en arrive à la période actuelle, depuis un an et demi, où j'ai commencé à scanner moi-même mes négatifs avec mon appareil photo numérique. Honnêtement, pour donner mon avis personnel, je pense qu'en 2025, avec les appareils photo numériques qu'on crée aujourd'hui, ça devient une meilleure méthode que 90% des scanners dédiés qui existent. Évidemment, il y aura toujours des gros scanners pro qui coûtent des milliers d'euros, qui seront toujours plus performants, mais dans l'ensemble, avec les super appareils photo numériques qu'on a aujourd'hui, notamment avec les hybrides, ça fait un excellent travail et c'est sûrement la meilleure des options. Alors pour faire tout ça, on va avoir besoin de différents ingrédients pour fabriquer notre setup. La première chose, et sûrement la plus importante, ça va être d'avoir un support qui va nous permettre de maintenir à plat notre négatif avec une source lumineuse en dessous. Moi dans mon cas j'utilise ce support que j'ai trouvé sur internet pour environ une centaine d'euros qui fait super bien l'affaire. Avec ça j'ai pu récupérer aussi cette petite tablette lumineuse de la marque Cinestill et ça me permet de pouvoir maintenir des films 35 mm ou du moyen format. J'ai aussi l'option de pouvoir rendre visibles les petits crans qu'il y a autour du film 35 mm. Et à mon sens je trouve ça plutôt pas trop mal, c'est une plutôt bonne option. Il y a pas mal de supports différents qui existent. Il y a pas mal de tutos sur internet qui montrent comment réaliser le sien. Les plus connus aujourd'hui, c'est ceux de la marque Valoy. Ils coûtent un petit peu cher, mais franchement, c'est ce qui se fait de mieux sur le marché. Le deuxième ingrédient qu'on va avoir besoin, ça va être d'avoir un pied qui va nous permettre de tenir à la verticale notre appareil photo. Dans mon cas, c'est quelque chose que j'ai réalisé moi-même. J'ai récupéré une vieille planche que j'ai trouvée à Leroy Merlin pour environ 3 ou 4 euros. Dessus, j'ai fixé une barre métallique qui m'a coûté une quinzaine d'euros. Et sur cette barre, j'ai mis un grip que j'ai trouvé sur Amazon pour environ 30 euros. Je mettrai les différents liens dans la description. Mais voilà, globalement, pour environ une cinquantaine d'euros, j'ai réussi à réaliser mon support. Ça me tenait à cœur de le fabriquer moi-même parce qu'un banc de reproduction de bonne qualité, il faut environ compter 200 à 300 euros minimum. Mais pour l'utilisation que j'en ai, mon petit montage, il me suffit largement. Le troisième ingrédient, et non des moindres, c'est forcément d'avoir un appareil photo numérique. Alors il faut savoir qu'avec quasiment n'importe quel type d'appareil photo, on peut faire ces numérisations, mais forcément plus la qualité sera bonne, plus les résultats seront réussis. Il y a même des personnes qui réussissent à faire des numérisations directement avec un téléphone. Dans le meilleur des cas, l'objectif c'est quand même d'avoir un appareil photo qui puisse avoir un mode RAW, donc de pouvoir prendre des photos directement brutes, d'avoir un appareil photo qui a un maximum de pixels possible pour avoir une plus grosse résolution possible, et pour finir d'avoir un appareil photo qui a un mode macro, donc de pouvoir prendre au plus proche possible le sujet. Moi dans mon cas j'utilise cet appareil avec lequel je suis en train de filmer actuellement, donc c'est un Nikon ZF. C'est un appareil photo qui de base fait des photos en 24 millions de pixels, donc qui a une excellente résolution, qui est largement suffisant pour les négatifs, mais si jamais je fais des photos moyen format que j'ai envie de numériser, j'ai un mode Pixel Shift sur l'appareil photo qui me permet de monter à plus de 96 millions de pixels, donc qui permet d'avoir une résolution assez énorme et qui est excellente pour ce type de photo. Après, je réinsiste là-dessus, mais pas besoin d'avoir un appareil photo aussi énorme pour faire des numérisations. Donc comme je disais, sur cet appareil photo, il va falloir brancher un objectif macro. Les objectifs macro des marques natives des appareils photo, ils peuvent souvent être super chers, mais il y a des marques qui permettent d'avoir des objectifs macro pour beaucoup moins cher et qui sont vraiment super performants. Moi, j'utilise un objectif de la marque Seven Artisan. C'est un objectif 60 mm qui a une ouverture à 2.8 et que j'ai dû payer pour environ 200 euros. Il fait vraiment bien le travail, donc c'est une option qui est hyper intéressante. Ce qui compte, c'est que l'objectif, il est un rapport de grossissement de 2 pour 1. Alors ça, c'est quelque chose que vous allez pouvoir trouver si vous regardez dans les spécificités de l'objectif, c'est qu'il a toujours un rapport de grossissement. Il y a pas mal de vieux objectifs un peu vintage qui datent des années 80-90 qui ont le terme macro, mais qui n'ont pas du tout cet effet de grossissement. Alors du coup, faites vraiment bien attention à ce petit détail si jamais vous voulez acheter un objectif. Et le dernier ingrédient que vous allez avoir besoin pour faire votre numérisation, c'est d'avoir un ordinateur avec un logiciel de conversion. Les logiciels de conversion, il en existe plusieurs que j'ai pu essayer. Les deux plus connus, c'est Smart Convert, qui existe depuis pas très longtemps et qui est pas mal en vogue, et Negative Lab Pro, qui est sûrement le plus connu, celui qui est utilisé par le plus de personnes. Pour ma part, j'ai eu un peu du mal à utiliser Smart Convert, j'ai pas eu des résultats qui m'ont beaucoup plu, donc j'ai plus tendance à utiliser Negative Lab Pro, qui s'utilise directement sur Lightroom. Les résultats, ils sont super efficaces, c'est quand même vachement rapide à utiliser et il n'y a pas trop de zone d'erreur. Au final, tout mis bout à bout, on a un setup qui coûte moins de 500 euros et c'est un système qui va être modulable et évolutif dans le temps. Ça veut dire que si un jour votre objectif ne convient pas, vous allez pouvoir changer votre objectif sans avoir besoin de changer tout votre système. Moins de 500 euros, ça veut aussi dire qu'au bout d'une trentaine de pellicules numérisées au laboratoire,
vous aurez déjà amorti tout votre système. Et si vous numérisez en très haute qualité au laboratoire, ça veut dire qu'au bout d'une quinzaine de pellicules, vous aurez déjà rentabilisé le truc. Alors, on va voir vraiment un peu plus dans le détail comment on s'y prend pour faire sa numérisation. La première chose à faire, ça va être de placer le négatif sur le support où se trouve votre source lumineuse. C'est une étape qui est un petit peu délicate parce que va falloir essayer d'éviter au maximum d'avoir des poussières ou toute autre chose qui peuvent se retrouver sur le négatif à la fin. Le plus simple, c'est d'avoir un négatif qui n'a pas été découpé, comme ça on peut le faire défiler en entier. Mais qui dit avoir un négatif entier veut aussi dire qu'il va prendre pas mal de place et qu'il risque de prendre un petit peu la poussière derrière son support. Donc bien faire attention à ce genre de petits détails. La deuxième chose à faire, ça va être de mettre l'appareil photo en place. Donc dans mon cas, l'appareil, je vais directement le brancher sur l'ordinateur pour pouvoir voir en direct le résultat. Ça va être aussi de régler à la bonne hauteur l'appareil pour pouvoir optimiser la résolution et faire en sorte que le négatif prenne un maximum d'espace dans le cadre. Après avoir réglé la hauteur, ça va être de faire les différents réglages du boîtier. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'avoir une luminosité toujours légèrement surexposée. Ça va vous permettre à la fin d'avoir des ombres relativement noires. Je vous montre aussi un petit exemple de ce que ça peut donner si on fait un mauvais réglage à ce niveau-là. Une fois que tous ces réglages y sont faits, la dernière chose qu'on va faire, ça va être de faire la mise au point. La mise au point, elle est assez compliquée à faire quand on utilise un objectif macro manuel, et c'est pour ça que ce que je vous conseille, c'est toujours essayer de faire la mise au point sur le grain de la photo. N'hésitez pas à faire aussi des premiers essais pour vérifier si la mise au point est bonne, parce qu'il n'y a rien de pire que de scanner une pellicule en entière pour se rendre compte à la fin qu'en fait, toutes les photos sont plus ou moins floues. Et une fois que tout ça c'est fait, c'est parti. Vous avez juste à prendre une photo, à défiler, à passer à la photo suivante, et ainsi de suite jusqu'à la fin. Une fois que vous aurez pris en photo tous les négatifs de la pellicule, on passe à la partie ordinateur où il va falloir faire la conversion. Donc comme je vous disais tout à l'heure, moi j'ai plutôt une préférence pour utiliser Negative Lab Pro. Une fois qu'on a la photo sur Lightroom, on a juste à faire une conversion rapide et on a directement un résultat qui est hyper sympa. On peut encore faire quelques petits ajustements si on veut régler pour avoir une photo exactement comme on le souhaite, mais dans l'ensemble, les résultats sont très rapidement très bons. Alors, pour me donner mon avis général sur cette méthode, en fait, ça peut au premier abord être un peu flippant de voir toutes ces étapes, tout ce matériel. Mais en fait, une fois que tout est en place, il faut savoir c'est qu'il n'y a plus rien qui bouge. Donc ça veut dire que c'est un gros gain de temps au fur et à mesure. On a juste à rentrer sa pellicule. Les réglages en général, on les a de tête ou on les a enregistrés. Donc tout se refait automatiquement. Et on a juste à shooter pour obtenir le négatif en photo. C'est hyper plaisant de pouvoir obtenir à la fin un résultat qui est précis. Un résultat qui est exactement celui qu'on aurait voulu avoir au moment de la prise de vue en argentique. Et c'est aussi rassurant de se dire que c'est un système qui sera jamais obsolète. Vu que c'est évolutif et qu'à tout moment on pourra changer de logiciel, on pourra changer d'appareil photo ou changer de support, c'est un système qui est voué à durer relativement longtemps. Pour terminer, n'oubliez pas, comme je vous le disais au début de la vidéo, de tirer vos photos. Les avoir en version papier, c'est un des meilleurs résultats possibles. Avoir trop de photos rangées dans un dossier, c'est le meilleur moyen pour en oublier ou simplement ne jamais les regarder. Et il y a énormément de photos où on ne se rend pas compte de la beauté de la photo, tant qu'on ne l'a pas tirée et qu'on ne la voit pas en grand sur du papier. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker ou à vous abonner, c'est toujours un gros soutien pour la chaîne. Moi je vous remercie et je vous dis à la prochaine.